Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'année 2015 de la Tribune des décideurs. L'occasion pour moi de vous souhaiter et de vous adresser tous nos vœux au nom de l'équipe de Décideurs TV. J'adresse également tous mes vœux à Robert Jules, qui est notre fidèle compagnon pour cette émission, la tribune.fr, et puis également à vous, Christian Saint-Etienne. Merci, bonjour. À vous de même et à votre équipe. Merci. Donc voilà, pour cette introduction, parce que nous avons en effet le plaisir de vous recevoir, Christian Saint-Etienne, universitaire, économiste, et puis d'autres choses. Vous êtes homme politique depuis quelque temps maintenant. On va parler avec vous de toute cette actualité. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter tout d'abord en ce début 2015 ? Fondamentalement, je suis intuitivement, émotionnellement très lié à la situation de mon pays, ça ne s'explique pas. Et donc, si la France pouvait aller mieux, ça m'aiderait à titre même personnel. Alors, on va le poser différemment. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Français ? Je souhaite aux Français qu'on les laisse se débrouiller tout seuls. Je souhaite que l'État arrête de leur dire ce qu'ils doivent penser, la façon dont ils doivent manger, se conduire, qu'on contribue à leur éducation, à leur information, c'est une chose, mais je pense que les Français sont adultes. Nous avons collectivement construit depuis 15 siècles une des plus grandes civilisations, des plus grands pays des temps modernes. Donc il faut arrêter de penser qu'un collectif d'idéologues peut décider pour nous ce qu'on doit faire à chaque minute. Vous avez écouté le président de la République ce matin qui Non. s'exprimait à la radio ? Non. Bon alors, en résumé, on ne l'a pas écouté, mais on sait ce qu'il a dit, ça sert à ça les dépêches. Il vise 1% de croissance en 2015. Ça vous semble, écoutez, souhaitable, d'abord, mais est-ce que ça vous semble réaliste ? On est dans une configuration astrale très particulière. L'euro est au plus bas, le pétrole est au plus bas, les taux d'intérêt sont au plus bas, donc c'est un alignement des planètes parfait pour un redémarrage de la croissance. Incroyable depuis les Mayas presque, on n'avait pas Pratiquement. vu ça. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de rebond de l'économie française pour l'instant. L'industrie continue de broyer du noir. Elle est même replongée, elle a même replongé en novembre-décembre dans la déprime, alors que dans les autres pays autour de nous, en Italie, en Allemagne, l'industrie repart. Donc, ça me conduit à penser qu'effectivement, on devrait faire 1% de croissance s'il n'y a pas de nouvelle crise et si on sait bien gérer le problème grec. Mais malgré tout, avec cette configuration astrale normale, dans un pays dans lequel on réformerait intelligemment la fiscalité, on devrait être réellement à 3% de croissance. Donc même 1% cette année, ça ne sera pas glorieux. Oui, et puis en plus, vous avez oublié que le chômage est au plus haut, ce qui est aussi fait partie des critères. Et il est dit en général dans la communauté économique qu'il faut au moins 1,5 de croissance pour vraiment absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail, évidemment ceux qui sont au chômage. Oui, vous avez raison. Donc c'est ce qu'on peut appeler le seuil critique, à partir duquel, c'est un 5, un 7, à partir duquel l'économie crée spontanément des emplois marchands non aidés. Il faut être très précis, parce que créer des emplois aidés, ça tout le monde sait faire, mais créer des emplois marchands non aidés, il faut 1,5, 1,7 de croissance. Et puis surtout, c'est le niveau de croissance à partir duquel on a une amélioration spontanée des finances publiques, c'est-à-dire que le déficit baisse naturellement sans qu'on ait besoin d'augmenter les impôts. Donc ça signifie que le président de la République, en fait, ne se fixe même pas cet objectif, qu'on est en deçà. Bon, je pense réellement qu'il y a eu un Hollande 1 et un Hollande 2. Oui. Hollande 1 en 2012-2013, qui a vraiment... le pays était déjà très affaibli. Nous avons subi dans les 15 dernières années une très forte désindustrialisation. Mais Hollande 1 en 2012-2013 a donné le coup de grâce, notamment avec la réforme fiscale de l'automne 2012, qui a été un désastre total sur le plan économique. On en parlera tout à l'heure, mais nous sommes dans la troisième révolution industrielle. C'est une révolution entrepreneuriale dans laquelle les gains des entrepreneurs et des gens qui sont avec eux les gains sont matérialisés par des plus-values. Or, adopter une réforme de la fiscalité du capital qui met la fiscalité des dividendes et qui met la fiscalité des plus-values à 60%, alors que partout ailleurs dans le monde, y compris en Suède, qui est un État très démocratique, très social-démocrate, à 30%. Donc nous avons un taux de fiscalité du capital qui est au double de celui des autres pays qui sont compétitifs dans la troisième révolution industrielle. Nous avons un taux d'impôt sur les sociétés qui est le plus élevé de l'Union européenne depuis 2008.
Donc François Hollande, a tué ce qui restait de potentiel de croissance. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Vous êtes prof, on le rappelle, prof universitaire d'économie. Comment est-ce que vous arrivez à faire comprendre à vos élèves et aux Français que la fiscalité, que imposer le capital comme le travail, ce n'est pas quelque chose de logique, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement? Alors, ce qui est très intéressant pour répondre à votre question, c'est de regarder le cas suédois. Bon, qu'est-ce que cherchent à faire les politiques français? C'est à redistribuer les revenus. Très bien. On peut souhaiter redistribuer les revenus. Sauf qu'avant de redistribuer les revenus, il faut les produire. Et donc, en Suède, qui est un pays le plus social-démocrate d'Europe et du monde, vraisemblablement, ils ont simplement fait des observations assez immédiates que la production et la création de revenus se fait par la mobilisation du capital et du travail. Le travail est international aujourd'hui dans le monde global comme le capital. Donc si vous avez une fiscalité qui est plus lourde qu'ailleurs, vous faites fuir le capital et le travail et vous ne donnez pas envie de produire, de s'installer sur le territoire. La fiscalité française, d'ailleurs, qui a été aggravée par Hollande 1, puisqu'il y a un Hollande 2 depuis 2013-2014 qui a contribué, surtout 2014, qui a contribué à dire que ce n'est pas la dépense publique qui crée la richesse, sauf qu'il n'a pas réellement coupé la dépense publique. Mais donc, avec cette fiscalité du capital, vous faites fuir les entrepreneurs. Il y a eu diverses estimations qui ont été faites, mais notamment, par exemple, l'impôt sur la fortune. Allez, on le dit très simplement, j'ai beaucoup regardé les questions de fiscalité, c'est l'impôt le plus con de l'histoire fiscale mondiale depuis 2 siècles, puisqu'il ne profite qu'à la Belgique, à la Suisse et au Royaume-Uni. D'ailleurs, si on réformait l'impôt sur la fortune en sorte que les entrepreneurs reviennent sur notre territoire, c'est la Belgique, la Suisse et l'Angleterre qui seraient inquiètes. D'ailleurs, il y a un symbole, la fiscalité, le taux d'imposition à 75%, le taux marginal disparaît pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Oui, absolument. Donc alors, là, c'est un président qui prend en effet le virage du réalisme. Le taux à 75% doit disparaître normalement à partir du 1er février. Néanmoins, il a eu des effets dévastateurs sur l'image de la France. La conséquence a été un effondrement des investissements directs sur le territoire, puisqu'en 2014, ils ont été de l'ordre de 2 à 3 milliards. C'est entre 5 et 7 fois moins que l'année précédente et 10 fois moins que ce qu'on avait dans les années normales. Pour revenir dans l'actualité, c'est la Grèce à nouveau qui focalise toute attention au niveau européen. Alors bon, vous dites évidemment que vous aimez votre pays, mais visiblement vous aimez aussi l'Europe. Vous inscrivez visiblement dans le cadre européen. Comment vous voyez l'évolution de la Grèce aujourd'hui? Sa dette, son système politique et son rapport avec les autres pays, notamment l'Allemagne. Alors, dans le livre là, dont on va parler tout à l'heure, j'ai un chapitre sur l'Europe. J'ai publié plusieurs livres sur l'Europe. L'Europe telle qu'elle existe ne me convient pas du tout. C'est une Europe qui a ouvert le territoire européen aux acteurs internationaux sans réciprocité. C'est une Europe ouverte au monde sans réciprocité. Les Chinois et les Américains font ce qu'ils veulent en Europe, y compris écouter d'ailleurs pour les Américains les conversations de Mme Merkel, ce qui est quand même assez stupéfiant. Vous êtes pour une forme de protectionnisme? Non, je suis pour la constitution d'un État européen puissant. Or, il n'existe absolument pas, donc je suis pour la fédéralisation d'un noyau dur de la zone euro, et ça m'amène à la Grèce. Si on devait fédéraliser un noyau dur de la zone euro, c'est-à-dire des pays qui acceptent d'avoir un gouvernement économique, qui acceptent d'avoir un budget de la zone euro spécifique, qui n'a rien à voir avec le budget de l'Union européenne, et qui acceptent d'avoir une coordination fiscale et sociale, la Grèce ne doit pas en faire partie, dans la mesure où c'est un pays qui, depuis 170 ans, n'est pas capable de gérer ses finances publiques, puisqu'on retrouve des textes écrits il y a 170 ans sur la situation des finances publiques grecques, on a l'impression qu'ils sont écrits aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On la sort de l'euro? Si Syriza est élu, il est vraisemblable que ce sera une possibilité d'évolution. Alors, la situation a totalement changé par rapport au moment où la crise s'est déclenchée à l'automne 2009. À ce moment-là, les banques européennes étaient très investies sur la Grèce à hauteur de 170-180 milliards d'euros, et une faillite de la Grèce aurait pu provoquer un effet systémique sur l'ensemble des banques de l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, les banques européennes ne sont plus investies sur la Grèce. D'ailleurs, on a oublié au passage qu'elles ont effacé 104 milliards d'euros de créances sur la Grèce. Quand les gens disent « on n'a rien fait pour la Grèce »,
c'est insultant pour l'Europe, pour la vérité et pour la raison. C'est ignoble de dire ça. Quand vous avez effacé 104 milliards de créances d'un pays, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et les Grecs, d'ailleurs, n'ont pas su utiliser intelligemment cet effacement de leurs dettes par les banques, de même que la France n'est pas capable aujourd'hui d'utiliser intelligemment les taux d'intérêt très faibles pour arrêter son déficit public. Donc dans le cas de la Grèce, si la Grèce veut poursuivre dans la direction qui est tracée par Tsipras, le patron de la gauche dure de la Grèce, qui souhaite l'annulation d'une grande partie de la dette qui est maintenant détenue pour ce qu'il en reste par les opérateurs publics européens, eh bien, certainement, on ne va pas envoyer l'armée pour récupérer les créances. Ça veut donc dire que ce sont les auditeurs téléspectateurs qui vont payer, puisque c'est nous, les contribuables, qui allons payer à la place du gouvernement grec. Il faut que les choses soient dites. D'ailleurs, aux États-Unis, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, quand en France, l'État intervient, on dit l'État a donné 100 millions d'euros aux agriculteurs. Aux États-Unis, on dit le taxpayers have given 100 millions d'euros. C'est le contribuable. Voilà. Donc, l'État n'existe pas. Donc, c'est nous qui allons payer. Donc, dans ce cas-là, si Tsipras exige l'annulation des dettes envers les États européens, je pense qu'il faut que la Grèce sorte de l'Union, de la zone euro. Et qu'est-ce qu'ils peuvent devenir après? Parce que ça sera intéressant comme expérience, un laboratoire ça sera très intéressant. Enfin, du in vivo de l'extrême gauche. Ah oui, ça sera fascinant parce qu'en réalité, le programme économique de Tsipras, c'est celui de Mélenchon et de Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen a aujourd'hui le même programme que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire un programme d'extrême gauche, un programme de fermeture des frontières, de sortie de la zone euro, avec une vision totalement débile qui consisterait à mettre des droits de douane tout autour du pays, ce qui montre une méconnaissance totale du système économique français, puisque depuis une dizaine d'années, les seuls secteurs économiques qui continuent de fonctionner en France sont les plus internationalisés, et l'industrie française exporte 50% de sa production. Donc si on mettait en place des droits de douane, on tue d'abord notre industrie. Allez, deuxième partie de cette émission, la rubrique partagée. On va partager avec vous le contenu de votre dernier ouvrage. Ça s'appelle La France 3.0, c'est aux éditions Odile Jacob avec un sous-titre Agir, espérer, réinventer. Bon, ce n'est pas votre premier opus. Qu'est-ce qui vous motive toujours à continuer à écrire, à vouloir transmettre finalement votre savoir sous forme de livres? Et à faire des propositions. Oui. Alors il y a deux questions. La première, pourquoi un livre? Effectivement, à l'époque de l'Internet, je pense qu'en fait, quand on écrit un livre, c'est un exercice de synthèse, c'est un exercice de rigueur intellectuelle qui reste nécessaire, auquel on ne se livre pas nécessairement quand on fait une série d'articles très courts. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je propose ce livre. Au-delà, restons sur cette question du livre. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que vos précédents ouvrages, vous dites, est-ce que ce n'est pas finalement confidentiel? C'est 500 personnes, 600 qui vont les lire? Alors moi, ça se passe mieux que ça, puisque c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà, les précédents ouvrages se vendent plutôt. Ils se vendent, mais sont lus. Est-ce que ça change les choses, les livres? Écoutez, en tout cas, ils se vendent. Est-ce que les gens l'utilisent pour caler les meubles? Je ne vais pas vérifier. Bon, donc vous continuez. Et alors, la France 3.0, pourquoi ce titre 3.0? Alors ça, c'est le point fondamental. Il y a eu 3 révolutions industrielles. On ne sait pas encore pourquoi. Moi, j'ai la chaire d'économie industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers. Je travaille beaucoup avec plusieurs groupes de recherche sur la question des révolutions industrielles. On ne sait pas pourquoi il y a eu 3 révolutions industrielles, toutes les 3 dans les années 80 de leur siècle. Dans les années 1780, c'est la machine à vapeur. Dans les années 1880, c'est l'électricité. Et dans les années 1980, c'est l'informatique qui va entraîner toute la révolution dans laquelle nous sommes. Je rappelle au passage que grâce à des travaux menés par l'OCDE au début des années 2000, on sait maintenant que dans les 2 millénaires qui ont précédé la première révolution industrielle, le niveau de vie et l'espérance de vie a stagné sur la planète. Ça, les gens ne le savent pas. On rêve d'un monde rousseauiste où tout était bien. Le niveau de vie et l'espérance de vie, c'est la même sous Louis XVI et Jules César. En l'occurrence, 25 ans. Et les deux premières révolutions industrielles en 2 siècles ont multiplié par 20 le niveau de vie et triplé l'espérance de vie.
Donc c'est colossal. Donc c'est très important parce que le mot industrie depuis 20 ans est devenu un gros mot en France. Donc on parle de révolution industrielle, les gens pensent qu'on veut revenir aux aciéries, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que la troisième révolution industrielle dans laquelle on est rentré depuis 3 décennies? C'est justement la révolution de l'informatique, de la microélectronique, de l'Internet, qui a des effets majeurs. Il y a 2 effets majeurs. Le premier effet, c'est de supprimer la distinction entre produits et services. Voilà, il y a fusion entre produits et services, c'est-à-dire que le modèle clair pour le comprendre, c'est l'iPhone. Quand vous achetez l'iPhone, vous achetez un produit. Mais ensuite, quand vous achetez des applications, vous achetez des services. Et c'est en fait un écosystème produit-service. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième impact majeur de la troisième révolution industrielle, c'est une mutation, une transformation totale du système de production et de distribution qui fait que tous les systèmes économiques sont modifiés. Par exemple, la distribution de chansons, de musique, ça a été totalement transformé. Les voyages, on passe par Internet. Maintenant, on peut faire des émissions sur Internet. Bon. Donc, c'est une transformation totale du système, mais également, c'est une transformation du système productif, puisque, par exemple, maintenant, on met des puces sur les moteurs d'avion et on peut assurer la maintenance à distance des moteurs d'avion. Oui, vous citez dans votre plusieurs exemples, et justement, vous faites bien la différence entre ce qu'on appelle l'économie numérique, qui est en gros l'équipement numérique, et ce que vous appelez l'économie entrepreneuriale, qui est l'application de ces nouvelles technologies. Alors, vous citez par exemple les épandages dans les champs qui permettent d'aller par GPS à des niveaux extrêmement fins et de doser selon la nature du sol, ou dans la découpe par exemple du bois dans les forêts pour vraiment rationaliser par rapport aux essences la reproduction. Exactement. Donc c'est une efficience grandissante qui est gagnée là. Alors l'économie numérique, c'est aujourd'hui en France de l'ordre de 6% du PIB, un taux de croissance triple de celui du reste de l'économie, mais c'est toujours 6% du PIB. Et donc c'est l'économie dans laquelle nous sommes ici, toute l'économie de l'innovation sur l'information et les systèmes Internet, mobiles. Bon. Mais l'économie qui va au-delà, qui est la mutation du système économique par la révolution de l'informatique, vous l'avez justement dit, et pour bien visualiser, si vous avez dans un champ un paysan sur son tracteur qui trace des sillons comme avec des bœufs en regardant droit devant lui, il est dans la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il a un tracteur pour tracer son sillon. Maintenant, si dans le champ d'à côté, il y a un paysan qui est sur un tracteur qui vaut d'ailleurs entre 150 000 et 200 000 euros, toute la production de blé en Beauce ou en Basse-Normandie est faite comme ça. Un tracteur qui est relié par le GPS et Internet, donc, qui permet de changer, comme vous l'avez dit, les intrants de 10 mètres en 10 mètres, à la fois pour réduire les apports dans le sol, pour moins le fatiguer, et c'est des économies. Et par ailleurs, ça permet d'améliorer le contenu protéinique du blé, par exemple. Eh bien, il est dans la troisième révolution industrielle. Il peut rester dans son salon presque, d'ailleurs. Il n'est même plus obligé et de le conduire. Bientôt, le tracteur sera peut-être télécommandé. Alors, il y a une question d'un internaute. La France n'est déjà pas 2.0, alors 3.0. Alors, parce qu'il y a une ambiguïté sur le titre 3.0. Dans l'informatique, le 2.0, c'est l'âge dans lequel on est, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de confusion? Non, mais là, la France 3.0, c'est la France dans laquelle nous devons entrer, c'est-à-dire c'est la France du monde 3.0 de la troisième révolution industrielle qui se développe, qui a démarré dans les années 80 mais qui s'est accélérée depuis 20 ans. Alors votre internaute a raison, la France est gouvernée comme dans les années 70 par une classe dirigeante qui est certainement aujourd'hui une des plus mauvaises sur le plan intellectuel et sur le plan de la compréhension de l'environnement économique et politique dans lequel nous sommes de tous les pays développés. Et donc, cette classe dirigeante gouverne comme si on était dans les années 70, dans le monde 2.0. Donc, l'internaute a exactement mis le doigt sur le point clé. Alors voilà, et donc vous proposez, ça c'est le constat, de sortir de cet état de situation. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour changer ce système qui ne convient plus finalement à l'économie telle qu'elle est? Alors, il faut comprendre d'abord qu'on est rentré dans le monde 3.0 de la troisième révolution industrielle. Qu'est-ce qui change? Très rapidement, le monde de 2.0, de la deuxième révolution industrielle, c'est le monde de la grande entreprise. C'est le monde des grands systèmes opérés par l'électricité. Chaque machine a un moteur électrique, on peut faire des grandes usines. La deuxième révolution industrielle, c'est l'industrialisation de la première révolution industrielle. La première révolution ayant été une révolution entrepreneuriale. L'entreprise de la première révolution industrielle, elle avait 100 à 1000 personnes. Bon.
La troisième révolution industrielle, c'est fascinant, c'est un retour à la première, c'est une révolution entrepreneuriale à nouveau. Les entreprises ont 10, 20, 100, 1000 personnes. Google a 5, 7 000 personnes, ou un peu plus, mais ce n'est pas des entreprises très importantes. Non, 20 000 pour Google, mais il y en a une des GAFA qui a 5, 6 000 personnes. Et donc, Facebook, Facebook. Donc, c'est des toutes petites entreprises par rapport à leur impact mondial. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui change? D'abord, l'informatique et puis l'Internet, la mise en réseau des ordinateurs et la transformation du système économique, ça a pour effet de déconstruire les organisations. Donc les grandes organisations hiérarchisées sont en train d'imploser. Voilà, vertical, hiérarchique, ça implose et on passe à l'horizontal connecté. Donc ça transforme totalement les modes de management. Vous n'avez pas 7 niveaux hiérarchiques. Vous avez le patron et puis les gens qui peuvent être responsables d'un département. Mais chacun devient son propre responsable, chacun recrée son entreprise, voilà. Un peu comme on avait sur l'open terre dans la première révolution industrielle. Et dans ce monde de la troisième révolution, donc c'est un monde déconstruit, qui va se reconstruire certainement, mais de façon totalement nouvelle. Mais dans ce monde-là, très entrepreneurial, les rémunérations, par exemple, sont liées aux plus-values sur action. Donc, comme je le disais en introduction, si vous avez la fiscalité du capital la plus élevée du monde, vous cassez le modèle industriel dans la troisième révolution industrielle. Alors, d'ailleurs, juste un point aussi, qu'est-ce qu'on appelle industrie aujourd'hui ? Justement, dans la troisième révolution industrielle. Ce qui était industrie dans la première, c'était tout ce qui fonctionnait avec la machine à vapeur. Dans la deuxième, c'est tout ce qui est à base de systèmes électriques. Dans la troisième, c'est tout ce qui est à base de systèmes informatiques. Donc aujourd'hui, on définit l'industrie comme toute activité à base de processus normés et informatisés. Par exemple, Publicis, qui est maintenant le numéro 1 mondial de la publicité sur Internet, est devenu une entreprise industrielle. Comment est-ce qu'on fait lâcher prise à ce vieux système, au système 2.0 pour laisser émerger le système 3.0 ? C'est une question de Raphaël. Quels exemples de dirigeants capables et 3.0 voyez-vous en Europe ou à travers le monde ? Est-ce qu'il y en a ailleurs ? Par exemple, ça se fait naturellement aux États-Unis parce que le dynamisme du système économique et la puissance du système économique par rapport à un État fédéral qui ne représente que moins du quart du PIB, ça permet d'imposer le rythme du système économique aux politiques. En France, c'est l'inverse. Le politique domine tout. La dépense publique, c'est 57 points du PIB, plus de la moitié de la création de richesse. Donc quand la tête de l'État ne comprend pas, vous ne pouvez pas bouger, c'est un éléphant. Donc c'est un éléphant sans cornac. Donc à un moment donné, on pourrait espérer que dans la société civile, il y a des gens qui disent « bon, on va essayer d'expliquer aux politiques ce qu'il faut faire ». Le problème, c'est que le système politique français est un système clanique, c'est un système de cours et un système clanique. C'est-à-dire que quand vous passez d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite, vous passez d'un clan qui dirige à l'intérieur de la gauche, le clan Mitterrand, le clan de Jospin, le clan de Hollande, à le clan de Sarkozy, quand c'est la droite qui prend le pouvoir. Or, dans ce système clanique, eh bien, on n'est pas là à essayer de comprendre et d'adapter le pays à la mutation du monde. On est là dans un système quasi mafieux où il faut obéir au chef. L'énergie est dans le maintien du clan et dans l'écrasement des clans concurrents. En fait, si on faisait un parallèle avec l'économie, c'est une économie de rente. Le système politique français, totalement, c'est un système de rente, exactement. Et en plus, un système de rente, même pas intelligent, même pas ouvert, même pas des gens qui voyagent, médiocre, fermé. Comment on change ça? Comment on le casse? Il y a deux instruments de transformation des systèmes politiques dans l'histoire humaine. C'est un effondrement interne. Le système soviétique qui s'auto-effondre. Quand Reagan, qu'on décrivait comme un type assez primaire, lance la guerre des étoiles, il oblige les soviétiques qui dépensaient déjà 20% du PIB sur les affaires de défense à aller encore plus loin, et c'est trop, et le système implose de l'intérieur. Donc c'est l'implosion interne. L'autre, c'est la grande baffe qui balaie, donc un mouvement du peuple qui exige une transformation et d'ailleurs elle le mérite, donne une grande baffe au système politique français tel qu'il existe. Ça
Alors, historiquement, on ne sait jamais prédire le moment où les claques sont données, ni la forme que ça prend. En revanche, il y a eu des études qui ont été menées sur les principales révolutions, c'est des études menées aux États-Unis. Il y a eu 300 épisodes révolutionnaires depuis 2000 ans dans l'histoire du monde. Et dans 80% des cas, c'est précédé d'une crise de finances publiques. Est-ce qu'il y a peut-être une crise de finances publiques? D'ailleurs, dans votre livre, vous donnez un ordre de grandeur qui est assez intéressant. Vous dites que la France représente 0,9% de la population mondiale, 3,6% du PIB mondial et 12% de la protection sociale de la planète. Oui. C'est-à-dire que nous avons le premier budget par rapport à notre production, c'est le premier budget du monde, c'est 32% du PIB français. Et cette masse énorme de protection sociale, c'est maintenant mesuré en dollars, ça représente 12% des dépenses de protection sociale de la planète. Alors, je pose d'ailleurs une question, hein, j'ai toujours dit ça, moi je ne suis pas contre l'État, je suis même pour l'émergence d'un État stratège. Mais un État stratège, là aujourd'hui on a un État boursouflé, impuissant, impotent, clanique, qui dépense 57 points de PIB. Moi, je voudrais un État stratège visionnaire qui, avec 45% de PIB, je vous garantis que ça dépote et que les gens sont protégés et qu'ils vont à l'école et qu'il n'y a pas de problème. Christian Saint-Etienne, on a un très bon exemple. Là, on touche du doigt un exemple. On a un système politique qui veut réformer le système de santé. Tout de suite, les généralistes, les cliniques privées, tout le monde se met, les urgentistes, à menacer SOS Médecins de faire grève ou à faire grève. Comment est-ce qu'on change si derrière personne ne veut changer? Il n'y a pas que les politiques qui sont en première ligne. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est une réforme idéologique. C'est une réforme dans laquelle étatique qui va accentuer l'impuissance de l'État dans la protection sociale. Donc, ce n'est pas une bonne réforme. Qu'est-ce que serait une bonne réforme? C'est une réforme de la fiscalité qui, par exemple, alignerait la fiscalité française sur la fiscalité suédoise. Ça serait une réforme qui conduirait, par exemple, en France, 300 députés, 100 sénateurs, en supprimant le Conseil économique et social et en faisant du Sénat le représentant des territoires et des professions. Actuellement, vous avez 1200 parlementaires plus conseillers économiques et sociaux. Vous passez de 1200 à 400, ça envoie un message phénoménal au pays qu'on est en train de transformer le système. Bon, allez, plus d'explications, hein, plus de propositions dans la France 3.0. Le temps passe, il est temps pour nous de passer à la troisième et dernière partie de cette émission, une rubrique intitulée J'aime pour vous découvrir un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'aime et qu'est-ce que n'aime pas Christian Saint-Etienne? On a déjà une petite impression, mais une impression paradoxale. On voit bien que vous avez un dégoût de la classe politique actuelle. Pourtant, vous avez décidé, alors que vous auriez pu rester sur votre inventin universitaire, de vous relever les manches et d'y aller dans ce combat. Vous êtes élu conseiller de Paris sous l'étiquette UDI. Pourquoi qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Je n'ai pas voulu me contenter de la critique, donc je me suis dit je vais aller dans le système pour voir si je peux apporter quelque chose, exactement comme il y a eu d'autres tentatives, par exemple Denis Père qui a essayé de constituer un mouvement pour transformer le système politique. Ce que l'on observe, c'est que les systèmes claniques sont quasi impossibles à modifier de l'intérieur, puisque tant qu'ils tiennent, ils sont extrêmement puissants. C'est comme une main de fer qui écrase toute tentative de transformation du système. Donc, ce que j'ai observé, c'est que le système actuel, qui favorise plutôt la médiocrité, qui favorise surtout ce que je reproche à la classe politique, c'est qu'elle ne travaille pas. C'est qu'elle n'est pas en phase avec la transformation du monde, c'est qu'elle n'explique pas aux Français qu'ils seraient plus heureux dans le monde 3.0 que dans un monde 2.0 complètement bloqué. Donc j'ai voulu y aller. Alors avant, j'ai été conseiller régional d'Île-de-France. En gros, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, politique, qui est une carrière annexe. Moi, j'ai toujours été élu d'opposition. Donc, j'ai 90% de mon temps, c'est mon travail d'universitaire consultant. Et la politique, comme j'ai toujours été dans l'opposition, c'est 10%. Simplement, évidemment, plus au moment des campagnes électorales. Alors, moi, j'aime les campagnes électorales. C'est totalement paradoxal. Parce que toute ma famille, tous mes amis me disent « Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder dans ce truc ?» Mais en fait, j'aime aller voir les Français. Donc, je suis content
content quand je suis à la rencontre des Français. Mais ensuite, quand je suis élu, j'ai été au conseil régional de 2004 à 2010, et puis je suis conseiller de Paris depuis 2008. Ce que j'observe, c'est des systèmes complètement bloqués, fermés, et totale incompréhension. Donc, après cette expérience de 10 ans, où j'ai essayé d'apporter, de transformer de l'intérieur, et où je vois qu'on ne peut pas modifier le système clanique fermé comme un point de fer, dans ce contexte, je m'interroge, je vous le dis très clairement, sur le fait de savoir si je vais continuer ou non mon action politique. Mais vous dites à un moment que ces gens ne travaillent pas. Vous voulez dire quoi par le fait qu'ils ne travaillent pas? Alors, ils sont hyper actifs, ils passent d'une réunion à l'autre. L'élu local typique, dans la soirée, il peut aller à impôt de maison de retraite, ensuite il passe à impôt de l'association sportive. Donc ils sont totalement occupés, oui, la chemise, mais ils réfléchissent pas assez. 60 heures par semaine, mais ils ne travaillent pas au sens de, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas. Alors il y a quelques élus locaux, il faut le dire. Par exemple, le maire de Lyon est un élu remarquable. Gérard Collomb, il a une vraie vision de ce qu'il veut faire de Lyon dans le monde européen. Il n'arrive pas à rentrer au gouvernement d'ailleurs. Hein. Et il n'a jamais... C'est marrant. Ouais. Vous avez le Rousset d'Aquitaine, Alain Rousset, un des meilleurs présidents de région actuels en France. Il n'est pas rentré au gouvernement non plus, c'est marrant. Donc vous avez des gens de très très grande qualité, mais la majorité du personnel politique, particulièrement au niveau national, ne travaille pas. Alors comment est-ce qu'on ubérise tout ça, hein? Maurice Lévy parle de l'ubérisation de l'économie dans un article du Financial Times. Raphaël, là, un internaute qui est assidu, nous dit que le économiste parle de l'émergence de cette société à la Uber. Comment est-ce qu'on ubérise la politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va inventer l'application qui permettrait peut-être de changer les choses? Alors il y a un levier peut-être. Je parlais de Gérard Collomb et de ce qu'il fait à Lyon. En fait, simultanément avec l'émergence de la troisième révolution industrielle, on assiste à une métropolisation de la croissance. Ce n'est pas la Chine qui se développe, ce sont les métropoles, en Chine, aux États-Unis, même en Europe. Bon. En fait, il faut reconstruire la France sur une quinzaine de métropoles européennes. Et j'avais fait un rapport au président de la République en 2009 qui a été publié à la documentation française. D'ailleurs, sachez que dans la loi de décembre 2010, je suis le père des métropoles, puisque c'est sur la base de mon rapport qu'on a introduit le concept de métropole et de pôle métropolitain dans la loi de décembre 2010. Et donc, les métropoles, les gens s'inquiètent toujours, ils disent s'il y a 15 métropoles, le reste du pays crève. Non, pas du tout. On peut faire un deuxième niveau de 50 métropoles. Il faudrait 50 départements et 50 grosses préfectures qui permettent de continuer le maillage du territoire au plus fin. Mais les 15 métropoles européennes, c'est en gros les 15 divisions de combat de la France dans la globalité. Et quand vous reconstruisez le système sur la base, sur la forme de ces métropoles, vous redonnez une capacité d'action au système politique. Alors, par exemple, il va y avoir une loi qui va venir devant le Parlement, très brièvement. Dans cette loi, on va définir les responsabilités entre métropoles et régions. Il est clé que les métropoles aient toute la responsabilité économique pour leur territoire à elles. C'est l'inverse de ce que prépare le gouvernement. Alors, une question de Nico. Anne Hidalgo a déclaré vouloir faire de Paris l'usine à start-up de la planète dans une interview à la Tribune. Ça tombe bien. Confirmez-vous cette intention de développer l'écosystème start-up parisien? Et est-ce que justement cette envie affichée de nombreux politiques de faire bouillonner ce pari numérique, il vous semble présent, bien réalisé? Alors c'est une politique qui a commencé sous Delanoë, qui fonctionne bien, parce qu'en réalité, c'est ça qui est insupportable, l'intelligence française est parfaitement adaptée à la troisième révolution industrielle. Les ingénieurs français conçoivent admirablement ces nouveaux produits et services alliés, ces écosystèmes nouveaux. Ils sont d'ailleurs très appréciés aux États-Unis. Donc ça se développe naturellement en France. Parallèlement, on a développé des systèmes d'aide, de subventions, à la fois au niveau par exemple de Paris, mais au niveau de l'État. Sauf que, vous le savez, les ratios, c'est sur 10 idées qu'on essaye de développer. Il y en a 7 qui échouent, il y en a 2 qui vivotent, et normalement, la 10e doit payer pour tout le reste. Pour que la 10e paye pour tout le reste, il faut qu'on passe à la phase d'industrialisation des processus. Quand on va industrialiser le système, on observe que sur la start-up sur 10 qui a réussi,
1 sur 3 seulement conduit à une industrialisation en France et les autres s'industrialisent en Angleterre, aux États-Unis. Pourquoi? À cause du système fiscal. C'est-à-dire qu'on arrive à la situation, mais j'ai envie de hurler, quoi, où on a des gens intelligents, où on est bon dans les startups de la 3e révolution industrielle, où on a même construit, grâce aux réformes sur la base du rapport de Christian Blanc de 2005, les pôles de compétitivité, le crédit impôt recherche, un mouvement entrepreneurial puissant, mais quand on passe à la phase d'industrialisation et de création d'emplois, à cause de la fiscalité, ça se fait hors de France. Donc quand est-ce qu'on va bouger? Alors, toujours dans la logique métropole, en tant que conseiller de Paris, ne pensez-vous pas qu'il faudrait sortir du tout Haussmann? On a l'impression d'être dans un film en noir et blanc. Ça nous amène à la question sur la tour triangle, hein, ça a défrayé la chronique. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette tour triangle? Est-ce qu'en effet, on pourrait sortir de cette architecture du 19e siècle? Alors, pour la tour triangle, c'est une tour de 90 000 m² de bureaux qui se trouve à la porte de Versailles, donc au palais d'exposition de Versailles, qui doit avoir une 30aine d'hectares, qui est donc située dans la plus belle ville du monde. Une friche, hein, à la porte de Versailles, on ne peut pas dire que il y a une nouvelle convention qui vient d'être signée avec les opérateurs. Il y a 500 millions d'euros d'investissement qui doivent être mis en œuvre pour renouveler le palais des expositions de la porte de Versailles. Mais donc, la tour triangle, c'est 500 millions d'euros d'investissement sur 90 000 m² de bureaux. Pourquoi les élus n'en veulent pas? C'est quand même bien. Or, à Paris, on manque de 10 000 chambres d'hôtel. Et actuellement, il y a 400 chambres seulement qui sont prévues dans le cadre du projet de modification du palais des expositions de Versailles. Donc j'ai demandé personnellement, quand je me suis exprimé à la tribune au Conseil de Paris, et puis ensuite j'ai rencontré avec le groupe UDI les responsables du promoteur pour la tour triangle, et j'ai donc dit officiellement que je voterai pour, à condition qu'on réserve 15 à 20% de la surface à des chambres d'hôtel. L'opérateur a annoncé qu'il allait demander à ses architectes, qui sont des architectes suisses mondialement connus, de retravailler le projet. Et vraisemblablement, fin janvier ou début février, on devrait avoir un projet modifié qui prévoira donc des chambres d'hôtel. Si c'est le cas, alors je soutiendrai ce projet. Mais au-delà de cette tour, est-ce qu'il faut toucher à Paris? Quand on va à New York, ça construit partout. Quand on va à Londres, ça construit partout. Quand on va à Berlin, ça construit partout. Est-ce qu'on pourrait voir des grues dans Paris à nouveau? Alors, Paris intramuros actuel n'est pas à la taille. 2 millions d'habitants à l'intérieur du périphérique, 2,2 millions, ça ne convient pas. Le vrai Paris, c'est 10 millions d'habitants. C'est les 10 millions qui sont au cœur de la métropole définie par l'INSEE. Ces 10 millions d'habitants sont d'ailleurs constituent le moteur économique de la France, on le sait peu, mais le Grand Paris potentiel, qui n'existe pas, produit 30% du PIB de la France, alors qu'il ne bénéficie que de 22,5% du revenu national. C'est-à-dire que le Grand Paris, c'est un colossal moteur de production de richesses qui sont redistribuées sur l'ensemble du territoire. Donc ce moteur, il faut l'accélérer. Passer la croissance française de 1% à 2%, c'est passer la croissance de Paris de 1% à 3%, et de même celle de Lyon, parce que Paris, Lyon, Marseille sont les 3 grands moteurs potentiels, mais Lyon fonctionne, Marseille est à l'arrêt, Paris est à l'arrêt. Donc si on faisait un Grand Paris de 10 millions d'habitants, à ce moment-là, les tours, il faut travailler sur 2 pôles. D'abord la défense, il faut réinvestir massivement sur la défense, grâce à nouveau à Christian Blanc, qui cette fois sous l'angle du projet du Grand Paris métropolitain et le système de métro qui est en train d'être construit, la défense devrait être régénérée dans les 10 à 15 années qui viennent. Mais il y a un deuxième pôle, j'ai déjà proposé cela en Conseil de Paris et je souhaite qu'on fasse des études sur ce point. Savez-vous que dans ce que j'appelle le triangle d'or qui va de la gare du Nord, la gare de l'Est et Stalingrad, vous avez potentiellement 300 millions d'habitants détenant 20% du pouvoir d'achat de la planète qui sont à moins de 2h30 de TGV. Donc on devrait faire un pôle de développement absolument majeur sur l'emprise autour des gares du Nord, gare de l'Est, Stalingrad. Allez, dernière question.
Robert, une dernière question Là, personnelle. moi, j'écoutais M. Saint-Etienne, je suis un peu bluffé par tous vos projets. Il y a si juste un mot quand même sur l'aspect politique, c'est l'aspect des institutions, c'est-à-dire que si le système est mauvais aussi, les gens peuvent être aussi mauvais. Donc est-ce que vous pensez que le régime présidentiel est toujours le bon régime pour un des rares dans l'Union européenne à avoir ce régime-là? Alors c'est une question essentielle, hein. Le régime présidentiel, il est fait en France tel qu'il est construit dans la Constitution pour des gens exceptionnels. Quand vous avez des gens médiocres dans le système institutionnel, ça devient un système autobloquant. Hein, comme Chirac, Mitterrand, Hollande, ça a été un système autobloquant parce que le président concentre tous les pouvoirs. S'il ne les exerce pas, il n'y a pas d'effet et de possibilité de mobilisation. Sarkozy s'est pris la grande crise des années 2008-2010. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Il a été décevant en ce sens qu'il a laissé de filer la dépense publique. Il n'a pas fait la réforme fiscale qu'il fallait faire. Je considère que lui aussi ne travaille pas suffisamment. Je suis déçu que Sarkozy et Hollande, qui sont deux types très intelligents, qui avaient tous les deux 30 ans d'expérience, qui arrivent tous les deux présidents de la République, ils mettent 2 ans pour comprendre la nature du problème. C'est pas possible sur un mandat de 5 ans. Hein. Soit on remet le mandat à 7 ans, d'ailleurs j'y suis favorable, mais donc je pense qu'en fait il faut renforcer la fonction du Premier ministre avec un Parlement de 300 députés et 100 sénateurs, avec une réforme du bloc communal qui mette l'élection locale au niveau des intercommunalités. On introduit des modifications suffisantes du système politique pour remettre en place des décideurs. Si on fait ça, aujourd'hui, vous demandez pourquoi ça ne marche pas en France. Il y a ce clan point fermé qu'on ne peut pas modifier, et puis derrière, il y a 600 000 élus. Vous adressez à qui? Vous ne savez pas. Le jour où vous avez 15 métropoles, vous avez 15 patrons. Ça ne marche pas à Lyon, vous adressez à Colomb, vous dites pourquoi ça ne marche pas à Lyon. Donc à partir du moment où vous avez des entités claires avec des responsables clairement désignés, eh bien, il y a justement des gens qu'on peut titiller pour qu'ils fassent avancer le pays. Voilà, merci Christian Saint-Etienne, merci Robert, merci à vous tous. C'était la tribune des décideurs de Christian Saint-Etienne, un peu plus long que d'habitude, mais c'est la première de l'année. Voilà, tout va se remettre dans l'ordre. Pour ceux qui veulent en savoir plus, La France 3.0 aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.